Lancement officiel des travaux du barrage d'Adjarala par les présidents Faure Gnassingbé et Yaya Boni. Le projet coûte plus de 300 milliards de francs CFA. Il permettra au Togo et au Bénin d'avoir un meilleur accès à l'énergie électrique. Des motos pour renforcer le projet de transfert monétaire dans la région de la Kara. Le projet est destiné à soutenir les femmes enceintes et les enfants souffrant de malnutrition. Au Bénin, la présidentielle s'étend en février 2016. Les préparatifs vont bon train. La Commission électorale nationale autonome rassure. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est une nouvelle ère d'espoir qui s'ouvre pour les populations du Togo et du Bénin. Le projet de barrage à Adjarala sur le fleuve Mono est entré dans sa phase active ce samedi avec le lancement officiel des travaux par les chefs d'État des deux pays. Faure Gnassingbé et Yaya Boni offrent à leur population de nouvelles opportunités en matière d'accès à l'énergie électrique. Coût des travaux, plus de 300 milliards de francs CFA grâce surtout à la coopération chinoise. Joseph Amega. La volonté politique des présidents Faure Gnassingbé du Togo et Thomas Yaya Boni du Bénin de garantir l'accès à l'énergie pour toutes les populations est manifeste. Près de 40 ans de gestation, le projet d'aménagement hydroélectrique d'Adjarala est aujourd'hui dans sa phase d'exécution. Le président de la République, Faure Gnassingbé, a fait le déplacement du Bénin, plus précisément à Plahoé, pour la cérémonie de pose de la première pierre de cette importante infrastructure hydroélectrique. C'était aux côtés de son homologue Thomas Yaya Boni. La construction de cet ouvrage est un enjeu majeur pour la réalisation de l'autonomie énergétique dans les deux pays. Le directeur général de la communauté électrique du Bénin, maître d'ouvrage Salifou Djibril, a présenté les caractéristiques techniques de cet ambitieux projet. Coût des travaux, 266 milliards de francs CFA. Ces travaux seront exécutés par l'entreprise chinoise Sino Hydro sur financement de Exim Bank. Raison pour laquelle l'ambassadeur de Chine au Bénin a salué la confiance placée en son pays pour l'exécution des travaux, ce qui traduit selon lui la qualité de l'excellence des relations de coopération entre la Chine, le Bénin et le Togo. Le ministre togolais de l'énergie s'est félicité de cette coopération tripartite sud-sud très porteuse pour évidemment la vision commune des chefs d'État togolais et béninois permettra aux populations des deux pays d'avoir accès à l'énergie à moins de coûts. Cet important ouvrage arrive en effet à point nommé pour renforcer l'autonomie de nos deux États en matière d'énergie électrique et favoriser pour nos populations un meilleur accès et à moins de coûts à une énergie respectueuse de l'environnement. À l'heure où les États du monde entier s'engagent à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le prolongement de la conférence de Paris sur le climat, un tel projet traduit la volonté des gouvernements du Togo et du Bénin de concilier les exigences du développement socio-économique avec le devoir des États à la protection de l'environnement. Il convient de souligner que le projet de construction du barrage hydroélectrique d'Adjarala fait partie d'un vaste programme commun d'amélioration de l'approvisionnement en énergie électrique et de renforcement de l'autonomie énergique des deux États. Le ministre béninois a abordé dans le même sens en relevant l'importance de ce projet qui constitue un outil d'intégration économique dans les pays de la sous-région ouest-africaine. L'aménagement hydroélectrique d'Adjarala, au-delà de la commune d'Aplahoué et du canton de Tohoum, est une œuvre binationale qui symbolisera désormais l'unité si chère à notre communauté. L'ambition de nos chefs d'État ici présents est de soustraire leurs peuples respectifs des affres de la pauvreté et de la misère. Les programmes de développement durable et de lutte contre la pauvreté, engagés au Bénin comme au Togo, témoignent de la volonté de nos deux chefs d'État de s'éloigner définitivement des rives de la précarité et de considérer le combat pour l'accès universel à l'énergie comme la mère de tous nos combats de développement. Les populations des deux pays ouvrent ainsi une nouvelle page dans leurs relations de coopération. Le développement énergétique est un atout de taille pour le Bénin et le Togo qui disposent d'une vallée du fleuve Molo, le seul cours d'eau permanent et commun aux deux pays. Les travaux vont durer 4 ans.
Nous reviendrons tout à l'heure sur les aspects techniques du projet et l'impact pour le Togo. Mais avant cela, il faut quand même relever que le projet va quand même engloutir quelques espaces communautaires, pistes rurales, lieux de culte, plantations agricoles. Tout a été soigneusement discuté avec les populations riveraines sur fond de dédommagement et de compensation pour résoudre en amont les aspects fonciers. On le sait, les problèmes liés à la terre constituent un défi majeur de notre temps et le Togo dispose de nouvelles normes pour assainir ce sous-secteur. Les acteurs fonciers de la région des plateaux se sont retrouvés pour une réunion de concertation et d'imprégnation sur les dites dispositions. Yves Agbevivi, reportage. La rencontre régionale des plateaux a éclairé les géomètres, les topographes, les notaires, les maires et les préfets sur les nouvelles réformes engagées depuis 2010 avec le rattachement du service du cadastre au ministère de l'économie, des finances et de la planification du développement. Question de régler définitivement les problèmes liés au foncier au Togo. Plusieurs dispositions prises par les autorités togolaises pour un travail harmonieux et digne de confiance ont été exposées aux participants, dispositions dont la première phase débutera le 1er janvier 2016. À partir de 2016, du 1er janvier 2016, c'est que nous puissions parler le même langage. Vous savez, avant, les gens faisaient des levées, des plans parcellaires comme ils voulaient, avec des échelles qu'ils voulaient. Quand nous faisons des rapprochements, des problèmes surgissent. Ces problèmes qui commencent par les plans parcellaires et débouchent sur les titres fonciers. Quand on nous accuse parfois d'avoir créé des titres fonciers frauduleusement ou plusieurs titres fonciers, ce n'est pas seulement de notre faute. C'est pour aujourd'hui maîtriser ces problèmes. Sous l'impulsion du ministre d'État, nous avons décidé désormais d'uniformiser la réalisation de nous prendre dans un système de projection. Et c'est la projection UTM. UTM, Universal Transversal Mercator et Calque 1880. Cette projection est uniforme dans la sous-région. À l'occasion, un outil de travail fiable, le GPS mobile, a été présenté aux géomètres de la région, GPS dont le coût varie de 350 à 400 000 francs CFA. Le matériel permettra aux acteurs de déterminer avec précision et en un temps record les limites géographiques des parcelles. Alors, une fois la terre sécurisée, il faut qu'on y accède facilement. La ministre du Développement à la base a remis des motos tout-terrain aux responsables locaux et préfectoraux de l'action sociale à Kara. Ces engins sont destinés aux agents qui se rendent dans les villages enclavés pour les transferts monétaires. Projet social qui consiste à verser des subsides de 5 000 francs CFA aux ménages pauvres de façon mensuelle. Arnold Kilego. Le projet pilote de transfert monétaire est un transfert mensuel d'une somme de 5 000 francs CFA aux femmes enceintes de plus de 3 mois, aux mères d'enfants de 0 à 24 mois et à celles d'enfants malnutris de 25 à 59 mois des villages vulnérables dans les régions des savanes et de la Kara. Le transfert va couvrir plus de 14 000 bénéficiaires répartis dans 217 villages des milieux ruraux. Et pour une efficacité de l'opération, ce matériel roulant va ainsi permettre aux responsables régionaux et préfectoraux de l'action sociale de mieux assurer la supervision et le suivi opérationnel du projet dans les localités enclavées et difficiles d'accès. L'objectif poursuivi par le gouvernement togolais, c'est de faire en sorte qu'il y ait une amélioration continue des conditions de vie, du cadre de vie des populations à la base. Et que cette amélioration touche toutes les populations. C'est inclusif. On ne veut laisser personne sur le bord du chemin. Les jeunes, les femmes, les plus vulnérables, tous peuvent aujourd'hui avoir quelque chose pour pouvoir démarrer une activité et pouvoir se prendre en charge. Et ce que le gouvernement recherche aussi, c'est une grande responsabilisation des populations. Il ne suffit pas juste d'apporter des réponses, mais il faudrait que ce soit des réponses justes, des réponses qui sont appropriées, qui sont adaptées à des besoins des populations. Et on veut aussi que les populations participent au processus de recherche des solutions ou de réponses. Et c'est avec plaisir que j'ai noté que dans la région de la Kara, il y a une réelle implication des autorités locales. Les populations se sentent concernées. Le projet pilote de transfert monétaire s'inscrit dans les composantes des filets de protection sociale du projet de développement communautaire et sociaux PDC+,
retenus dans la politique nationale de développement à la base. Le volet protection de l'enfant et les transferts monétaires est exécuté par le ministère de l'Action sociale. Celui portant sur la nutrition relève du ministère de la Santé et de l'UNICEF à travers le projet de prise en charge nutritionnelle. La ministre, dans sa tournée, a également rendu visite à des jeunes bénéficiaires du PRADEB, projet d'appui au développement à la base. Les financements accordés à ces jeunes ont dépassé la promesse des fleurs. Les résultats sont au-delà des attentes. Arnaud Kiliou. Les bénéficiaires du projet d'appui au développement à la base, PRADEB, qui ont reçu la visite de la ministre en charge du développement à la base dans la préfecture de Logou, précisément à Atakwame, sont tous des primo-entrepreneurs. Le premier est un sérigraphe. Après sa formation en technique de création et de gestion d'entreprise, Komisena Edo a obtenu un crédit d'1 million de francs CFA qui lui a permis d'acquérir du matériel et d'asseoir son propre job. J'ai bénéficié du crédit de PRADEB et grâce à ça, j'ai pu aménager l'atelier. Ça m'a sauvé parce que très souvent, on souffre du moment du 1er mai dans notre saison. Grande saison, c'est le moment du 1er mai. Donc, quand j'ai pris ça, j'ai emmagasiné les t-shirts pour pouvoir travailler le 1er mai prochain. L'appui à la promotion de l'emploi des jeunes qui s'inscrit dans la composante 3 du PRADEB a ouvert la voie à des jeunes d'Atakwame de disposer de cafétérias et des ateliers de couture, comme c'est le cas de Achabe Adjaout, installé à Agbonou. Il offre à la clientèle des modèles de haute gamme. Financement de 500 000. Et financement de 500 000 J'ai reçu un financement de 500 000 francs CFA. Cela m'a permis d'aménager mon atelier et d'acquérir une machine de broderie. Maintenant, je suis à l'aise et les clients apprécient très bien mon travail. J'ai même commencé le remboursement. Bon, avant de quitter Atakwame, la ministre Victoire Dogbe a également rencontré les jeunes bénéficiaires du produit du FNFI. La ministre voulait ainsi, à travers cette rencontre, s'assurer que la communication sur les crédits AJCF se passe bien et qu'aucun jeune porteur de projet ne soit en marge des crédits AJCF, accès des jeunes aux services financiers. Les cultures maraîchères et les cultures à racines et tubercules sont parfois la proie de certaines maladies, d'où l'élaboration d'un projet pour y remédier. Il est dénommé installation d'un centre de clinique de diagnostic de plan et de gestion intégrée des ravageurs. Ce projet est mis en œuvre par l'École supérieure d'agronomie, l'ESA, qui a organisé à Kara une session de formation à l'endroit des producteurs maraîchers. Nestor Mouzou. La culture des légumes et des plantes à racines et tubercules génère des moyens de subsistance aux petits exploitants au Togo. Cette culture joue aussi un rôle majeur dans la sécurité alimentaire. Malheureusement, une large gamme de maladies menace sérieusement ce secteur. En vue de lutter contre ces maladies, un partenariat a été établi entre l'ESA, École supérieure d'agronomie de l'Université de Lomé, l'INRAB, Institut national des recherches agricoles du Bénin, l'Université de Floride et la Fondation Conservation des aliments et de la santé. De ce partenariat est né le projet mise en place d'une clinique des plantes et d'un centre de lutte intégré au Togo. Cette activité est un volet de ce projet. C'est une formation qui a été organisée à l'endroit des producteurs maraîchers et des agents de vulgarisation sur le diagnostic des maladies des cultures. Les participants sont issus des régions centrales, Kara et Savane. Au sortir de cette formation, ils seront outillés à identifier de façon efficace les ravageurs et les maladies et pouvoir choisir de façon adéquate les produits phytosanitaires à utiliser de manière à cibler ces ravageurs et ces pathogènes responsables de maladies. Généralement, il y a 3 groupes de maladies. On a les maladies à virus, les maladies à bactéries et les maladies fongiques. En gérant de façon efficace les ravageurs et les maladies, on accroît la productivité agricole. Et en gérant aussi de façon efficace les ravageurs, nous luttons contre ce que nous appelons l'intoxication de l'homme. La même formation a été faite en mars dernier à Lomé à l'intention des maraîchers et agents de vulgarisation
des régions maritimes et plateaux. Le projet a été déjà expérimenté au Bénin de 2012 à 2013. La création de la clinique des plantes et du centre de lutte intégré des maladies dans ce pays a permis d'identifier à plus de 95% les bactéries, les comicètes et les champignons pathogènes des légumes, des plantes à racines et tubercules et des céréales de grande culture, avec plus de 250 échantillons traités. Nous revenons sur le lancement des travaux du barrage d'Adjarala. Les difficultés d'accès à l'énergie électrique vont bientôt s'amenuiser. Le projet dispose d'un important volet d'aménagement optimal à but multiple, électricité, irrigation et protection contre les crues. L'accès au site sera desservi par une route de 9 km, ce qui prend aussi en compte le rétablissement du tronçon Tongunotchen. Dans l'ensemble, une attention particulière est accordée aux aspects environnementaux. L'impact pour le Togo avec Joseph Amega. La construction du barrage hydroélectrique d'Adjarala, projet commun entre le Togo et le Bénin, sur le fleuve Mono, va propulser le développement énergétique des deux pays. Le barrage sera constitué de 3 blocs de 49 MW chacun, soit au total 147 MW, pour venir donner plus d'énergie sur les deux États. Et ce projet est piloté par la communauté électrique du Bénin, CEB. Ce projet viendra conforter, prendre le gap de puissance dont nous ne disposons pas. Les travaux vont démarrer en mars prochain. Avec la réalisation de ce barrage, le Togo pourra désormais renforcer son autonomie énergétique et s'offrir d'autres perspectives. Concernant le Togo, les perspectives disent que d'ici 2017, il nous faut alors une puissance de 250 à 350 MW pour faire face à la demande. Vous n'êtes pas sans savoir que les industries sont en train de s'installer quand nous prenons la région de la Kara et de la Savane. Il y a la cimenterie à Kara et les industries de production de manganèse et de verre dans la région des Savanes. En ce qui concerne notre pays, nous avons une série de projets que nous voulons mettre en valeur. Nous avons en perspective la construction d'une centrale à charbon de 300 MW, la construction d'une centrale, notamment pour la valorisation des énergies renouvelables, les centrales éoliennes. Le ministère a lancé un appel d'offres pour choisir un producteur indépendant et venir nous construire une centrale 2x5 MW dans la région des Savanes, notamment à Mango, où l'ensoleillement est très important. Par contre, nous sommes aussi en pourparlers avec d'autres investisseurs privés qui viendront nous installer des centrales solaires, notamment dans la région de Thiévié, plus précisément à Davier, pour une dizaine de mégawatts, à Tapamé pour 7 MW, à Sokodé pour 7 MW, à Kara pour 7 MW et à Dapaon aussi concrètement pour une puissance autour de 10 MW. Ça, c'est dans le cadre du développement des énergies renouvelables. Les travaux vont coûter 266 milliards de francs CFA et 46 milliards pour les aspects environnementaux et les compensations sociales des populations riveraines. L'ESGIS, École supérieure de gestion informatique et des sciences, a été crédité de 100% au 30e colloque du CAMES à Dakar. 13 dossiers présentés et tous validés, les uns pour des licences et les autres pour des masters. Eric Djaniko, Kamen Madje Akako. L'École supérieure de gestion d'informatique et des sciences ESGIS, qui s'est assignée pour mission de mettre à la disposition des entreprises des cadres de valeur dynamiques, intègres et ayant un sens élevé de responsabilité, vient une fois encore d'être couronnée par l'accréditation de 13 diplômes, licences et masters reconnus sur 13 dossiers présentés par ESGIS Lomé et ESGIS Cotonou, et ce à l'issue du 30e colloque du CAMES portant sur la reconnaissance et l'équivalence des diplômes. Une reconnaissance qui s'insère dans la vision de l'ESGIS, toujours à la recherche de l'excellence. L'école ou l'éducation, en tout cas qu'elle est développée, comme je dis, doit alterner les temps du travail et le temps de compression. Nous avons été propulsés par une nouvelle qui nous met le cœur à joie. Ce sont
Les résultats du 30e colloque du CADES qui vient de s'achever. Donc nous avons à peu près, disons, pour le Togo, 7 accréditations, donc 3 masters et 4 licences, ce qui est formidable. Le corps professoral se lance de nouveaux défis pour une formation plus accrue des étudiants, notamment en sciences de gestion, en technologies de pointe telles que l'informatique et les télécommunications. ESI, c'est le corps des leaders. Et le leadership, c'est un leadership intellectuel, il est social, il est convivial dans tous les domaines du thème, puisque nous sommes sur un marché très concurrentiel. Il est important pour le directeur de pouvoir vraiment donc la sentir autour de lui, la présence de ses enseignants à tous les niveaux donc là de compétences. La vision des promoteurs est de faire de l'ESGIS une référence régionale, un véritable pôle d'excellence en matière de formation universitaire de haut niveau, à l'instar des grandes écoles reconnues au plan mondial. Et pour atteindre ces objectifs, elle dispose des infrastructures modernes, de matériel didactique de pointe, des laboratoires hautement équipés. Elle entend ainsi former les futurs cadres des entreprises africaines dans un esprit d'ouverture internationale, de performance et de challenge. L'école, c'est bien à condition de trouver des débouchés après la formation. D'autres jeunes, faute de perspectives dans les pays pauvres ou en guerre, se lancent à la conquête de l'Eldorado, européens souvent au péril de leur vie. Le cimetière dit des inconnus en Libye est rempli de dépouilles de migrants malchanceux qui ont péri en haute mer. Appelle le cimetière des inconnus, un cimetière proche de Tripoli en Libye où de nombreuses tombes ne portent aucun nom, juste une date, celle de la découverte du corps. Mais Ahmad Ben Salem, lui, en est sûr, c'est son frère Kabil qui repose sous cette plaque de marbre. Il est parti le 3e jour de la fête du sacrifice en septembre, pendant l'Eid al-Adha. Il n'était pas seul. Je pense qu'une seule personne a survécu. Il était avec 127 autres personnes, dont 3 Tunisiens et un Algérien. Kabil est mort à 25 ans, noyé en Méditerranée, comme tant d'autres migrants qui embarquent en Libye pour tenter de rejoindre l'Europe. Ahmad a retrouvé sa tombe avec l'aide du Croissant Rouge libyen, mais une erreur dans le rapport du médecin légiste et la lenteur administrative l'empêchent toujours de rapatrier sa dépouille en Tunisie. Cette période sera à jamais gravée dans nos mémoires. Nous avons vécu beaucoup de choses et nous avons vu des cadavres d'enfants et de femmes. Et nous avons la hantise de nous retrouver un jour face à quelqu'un que nous connaissons ou d'anciens collègues. Nous avons peur de les retrouver morts sur la plage. 300 nouvelles tombes viennent d'être creusées ici. Selon le Croissant Rouge libyen, plusieurs centaines de migrants y sont déjà enterrés, venus de pays ravagés par la misère et la guerre. Ils seront rapatriés dans leur pays d'origine si les autorités réussissent à les identifier et à contacter leurs familles. Il y a un mois, un bateau transportant environ 120 personnes a fait naufrage. Et il a fallu qu'on les enterre en 2 jours seulement. La Libye et ses 1770 km de côte sont devenus une plaque tournante de l'immigration clandestine. Les scènes de rescapés échoués sur les rives, comme ici, mi-décembre à Tripoli, sont désormais monnaie courante. Faute de contrôle des frontières, faute de moyens alloués aux gardes-côtes, les passeurs prospèrent dans un pays où règne le chaos. Au Bénin, la présidentielle, c'est pour février prochain. La Sénat, Commission électorale nationale, s'active. Elle mène une concertation permanente avec les différentes parties prenantes pour un scrutin crédible et transparent. Voilà, je disais donc au Bénin, la présidentielle, c'est pour février prochain. La Sénat, la Commission électorale nationale autonome s'active. Elle mène une concertation permanente avec les différentes parties prenantes pour un scrutin crédible et transparent. Nous ne sommes pas totalement écartés dans ce complexe gazier, théâtre d'une explosion gigantesque suivie d'un incendie dévastateur qui s'est propagé pendant des heures sous une épaisse fumée noire. Nous étions à l'arrière du bâtiment en train de creuser avec nos machines.
J'ai vu l'explosion. J'ai dit aux gens autour de moi, il faut courir, car c'est très dangereux. Et pendant que je courais, j'ai été touchée dans le dos par des projectiles et je suis tombée. Marquée dans sa chair, cette survivante souffre de graves brûlures. Le bilan provisoire est particulièrement lourd. Le président nigérian Muhammadu Buhari fait état de dizaines de morts. Pour certains, impossible à reconnaître, car littéralement réduits en cendres. Encore sous le choc, la population constate l'ampleur des dégâts. Des bâtiments soufflés, des véhicules et motos calcinés. Tout ce qui se trouvait à l'intérieur de l'usine est détruit. Mais tout autour, le feu a ravagé le quartier sur plusieurs centaines de mètres. Certaines personnes sont venues pour acheter du gaz, mais beaucoup d'autres victimes se trouvaient à l'extérieur. Les gens se sont enfuis. Fuite d'un conteneur de gaz, selon certains, ou accident d'un camion déchargeant des bonbonnes, pour d'autres. L'enquête en cours devra déterminer les circonstances exactes de la catastrophe. Vous avez plutôt suivi la catastrophe qui est intervenue au Nigeria avec l'explosion d'un complexe gazier. Noël endeuillé au Nigeria mais festive en revanche au Togo, conjuguant nos efforts contre le mariage des enfants et l'Égypte aux yeux des enfants. C'est sur ces deux thèmes que les enfants ont démontré leur talent au concours Message de Noël. Cette année, les lauréats ont été primés. Augustin Kossi, Rachel Akou. Voici les lauréats du concours Message de Noël 2015. Ils ont été déclarés meilleurs et primés parmi les 6180 ayant pris part à cette 10e édition dans les catégories Message, Sketch, Dessin et Chansons. Samuel Agbo, 12 ans, emporte le premier prix. Un billet d'avion Lomé-Caire aller-retour. Les autres prix sont constitués essentiellement de matériel didactique et des produits Togocel, ce qui suscite l'enthousiasme des 500 lauréats. C'est ma première participation, j'ai aimé. J'ai fait une lettre pour lui ici. Pour lui dire quoi? Pour lui dire comment le mariage des enfants, les conséquences sur le mariage des enfants, tout ça. Ma participation à ce concours m'a donné beaucoup de joie. Moi, j'ai parlé sur comment les jeunes filles s'adaptent à avoir d'argent chez les garçons, donc c'est pas bon les mariages forcés. Message de Noël 2015, un espace de promotion de la culture de leadership des enfants. Un double événement puisque la compétition célèbre ses 10 ans d'existence. Et l'Égypte est à l'honneur eu égard à ce qu'il représente au plan historique, le berceau des civilisations. C'est un message pour les enfants de Togo qu'il y a beaucoup de choses en Égypte. On doit profiter de notre culture, de notre échange, pour faire connaissance avec l'Égypte, parce que l'Égypte est un pays africain et pour améliorer la coopération sud-sud dans l'avenir. L'avenir des enfants est quelque chose de très important. Il faut le concevoir pour pouvoir travailler pour ça et investir. Investir dans l'enfant, c'est investir pour demain. La lutte contre le mariage précoce, un autre thème développé par les enfants au cours de cette compétition. Un sujet bien apprécié par la ministre de l'Action sociale, représentant le chef de l'État, Foresta Zimna Nyasingbe, parrain de l'événement. Les enfants eux-mêmes, sur la base de ce qu'ils savent, ont lancé un appel au gouvernement. Nous leur demandons d'adopter un comportement responsable. Les enfants sont âgés de 7 à 17 ans. Ils viennent des 5 régions du Togo, de l'Égypte et d'autres pays d'Afrique occidentale. Message de Noël 10 ans après, un pari gagné certes, mais du chemin reste à faire. Et nous finissons avec du sport. Un tournoi de football à 4 dénommé Gala de la non-violence a été disputé ce matin au stade à Guenivé, organisé par le ministère de la Défense des anciens combattants et l'état-major général des FAT. Ce gala vise à raffermir la cohésion au sein des forces armées togolaises après les incidents qui ont émaillé la fin de la finale du 31e championnat militaire et paramilitaire. Claude Ama. Il nous en souvient que la fin de la finale du 31e championnat militaire et paramilitaire de football entre le RCGP et la police le 11 décembre a été émaillé d'incidents. Pour proscrire ce genre d'incidents, le ministère de la Défense et des anciens combattants et l'état-major général des FAT ont organisé un gala de football à 4 dénommé Gala de la non-violence. Ce gala de 2 fois 25 minutes a regroupé le premier billet, la gendarmerie nationale, le RCGP finaliste malheureux et la police nationale championne de la 31e édition.
En première demi-finale, le premier Bir en maillot jaune a disposé de la police 1-0. Une réalisation de Gossou Doji. La seconde qui a opposé le RCGP en vert à la gendarmerie en bleu s'est soldée par la victoire du RCGP à l'épreuve des tirs au but 6-5, temps réglementaire 0-0. En finale, on a donc retrouvé le premier Bir et le RCGP. Et là, tout s'est joué en seconde période de jeu. Les jaunes du premier Bir, plus opportunistes, inscrivent l'unique but de la partie grâce à Atam Tafa. Après le défilé des 17 unités qui avaient pris part à la 31e édition, les joueurs ont délivré un message à l'endroit du public. Nous, militaires, paramilitaires, joueurs de football, prenons l'engagement de cultiver la non-violence sur les stades. Au public sportif qui a fait de nombreux déplacements, trouvez à travers ce gala notre engagement de pratiquer à jamais un football sans violence. Aux autorités militaires et paramilitaires, nous promettons que les rencontres de football seront des occasions de fête et de renforcement de la cohésion entre les forces de défense et de sécurité. Vive le football sans violence. Pour les organisateurs, la mission a été accomplie. Vers la fin du championnat, un petit incident a émaillé le but que nous recherchons. Et le commandement a donné les instructions de faire un tournoi de gala aujourd'hui en vue de relever ce défi de cohésion qui a été un temps soit peu émaillé. Aujourd'hui, vous avez vu l'engouement, vous avez vu le fair play et à la fin, le but est atteint parce que tous les participants, soldats ou paramilitaires, sont partis dans un but de cohésion et d'émulsion. Les 4 équipes participantes ont regagné leurs différentes casernes nanties des récompenses. Dame Coupe est revenue au premier Bir, coupe remise par le colonel Kenyon Gagnon, représentant le chef d'état-major général des FATS. Merci, tout est bien, tout finit bien. Voilà, merci de nous avoir suivis. Edem ce support pour 22h30. Au revoir.